est primordial et c'est aussi à travers des cérémonies coutumières mais aussi religieuses comme les mariages ou le baptême que des liens se créent, que des relations entre les familles se créent et c'est là aussi à travers ces cérémonies que justement nos anciens nous disent voilà lui il est famille avec un tel, lui il représente un tel. Il y a toujours ce rappel et cette bibliothèque un peu vivante de nos anciens par rapport à nos liens coutumiers et de famille que l'on peut avoir. Il y a également un impact majeur de la religion, notamment dans la culture wallisienne, où le recours à la religion permet aussi d'assurer une protection divine, c'est-à-dire qu'il peut aussi engendrer un fort sentiment de sécurité personnelle. Nous sommes dans une culture où finalement les personnes ne verbalisent pas ouvertement leurs ressentis. Et à travers la religion, à travers les cérémonies religieuses, les personnes peuvent confier à Dieu leurs craintes, leurs douleurs psychiques, mais aussi leurs difficultés au quotidien. Donc, sur ce point-là, la religion a une dimension utilitaire, car elle permet un soutien dans les épreuves difficiles, mais aussi elle permet d'apaiser les angoisses et de nourrir aussi les personnes d'un sentiment de mieux-être. Alors, en ce qui concerne l'organisation sociale, eh bien, dans la communauté waldisienne et futunienne, elle est organisée autour du roi. Donc, le roi... Wallis et Futuna sont constitués de 3 monarchies traditionnelles. Monarchie, c'est-à-dire que le système politique, eh bien, le pouvoir est détenu par une seule personne. Donc, pour tout ce qui est concernant le roi, eh bien, ce sont les familles des nobles, c'est-à-dire les aliki, qui élisent ou destituent le roi. Donc, si on prend l'exemple de Wallis, eh bien, nous avons Wallis, qui est divisé en 3 districts, Ihifo, Harake et Mua. Au sein de ces 3 districts, nous avons les chefs de district. À l'intérieur, les chefs de village qui gèrent un peu le quotidien au sein du village, et ensuite la population. Alors que chez les Mélanésiens, c'est plutôt organisé autour donc des grandes chefferies, donc notamment sur les fouilles, il y en a 3. Donc le Wetch, le Gaïcha et le Lessi, avec effectivement des grands chefs. Et au sein de chaque chefferie, il y a des tribus avec des petits chefs. Donc c'est vrai que l'organisation sociale est un petit peu différente. Alors au sein du clan, de toute façon, le vieux est respecté, le vieux est un signe de sagesse, sa parole est respectée et il transmet, comme je vous disais, le savoir-faire, il leur raconte les légendes, les contes, etc. Il a aussi un rôle de médiateur et de gestion de conflits, notamment pour les terrains coutumiers. Il a un rôle aussi de conseil, il organise moins par rapport à ceux qui sont plus jeunes. C'est celui qui récupère aussi toutes les coutumes lorsqu'il y a toutes les cérémonies coutumières, ils sont toujours ensemble et c'est eux qui vont rétribuer ensuite et qui vont redistribuer l'argent. Et c'est peut-être aussi pour ça que nous avons des difficultés parfois en tant que médecin de mettre des mises sous tutelle alors que l'argent est distribué et voilà, donc c'est vrai que cette notion quand même d'échange, à mon avis, est importante. Et les vieux participent, quand ils sont en bonne santé au sein du clan, à tous les chants religieux, les bingos, et au jardinage et aller au champ. En ce qui concerne la personne âgée au sein de la culture waldisienne, dans la famille, elle occupe une place essentielle. C'est elle qui est détentrice du savoir et de l'expérience, et elle s'impose aussi par son discours. C'est elle qui transmet finalement les généalogies, mais aussi les récits légendaires qui se communiquent finalement de génération en génération par voie orale. Elles assurent également la continuité des traditions et la permanence des coutumes. Donc la personne âgée reste au sein de sa famille nucléaire. Dans la société mélanésienne, on est plus dans une société patriarcale, c'est-à-dire que c'est l'homme et il y a un rôle important des fils et des belles-filles. Alors que dans la communauté wallisienne, on est plus sur une société matriarcale. On constate qu'il y a une prédominance des aidants familiaux, mais chez les femmes. C'est-à-dire que c'est elles finalement qui prennent le relais. La personne âgée participe aussi à l'éducation des petits-enfants, voire des arrière-petits-enfants. Et elles aident au quotidien pour toutes les tâches ménagères, telles que la cuisine. Et d'où l'importance finalement des réunions familiales et des conseils de famille.
que c'est un espace important pour les familles car c'est un espace de parole où chaque membre de la famille peut communiquer un peu son ressenti en ce qui concerne la prise en charge du parent. Et l'intérêt, c'est toujours veiller à une prise en charge au plus près des besoins de la personne. Alors, quand la personne devient dépendante et malade, c'est là que la situation devient compliquée. Car le vieux a besoin d'une tierce personne et il n'est plus autonome pour réaliser ce dont il peut faire au quotidien. C'est à partir de ce moment-là où souvent la famille se mobilise de manière plus forte, avec plusieurs réunions familiales pour définir qui va s'occuper du vieux qui est malade, qui va s'en charger. Alors, comme on le disait, chez le Mélanésien, c'est avant tout le rôle du garçon, du fils, de s'en occuper, et du coup de son épouse, la belle-fille, qui doit assurer, normalement, assurer la gestion du vieux. Il y a des familles, notamment maintenant avec le travail, beaucoup de familles vivent sur Nouméa, l'isolement géographique font que parfois ce n'est pas possible, et donc du coup ils sont obligés de désigner une personne. Donc parfois c'est un jeune ou une fille, ou voilà. Parfois il y a des stratégies aussi, moi je l'ai vu en province nord, où en fait pour récupérer un terrain foncier, surtout si une personne était célibataire sans enfant, on plaçait un neveu ou une nièce d'une autre famille avec qui on avait des liens pour pouvoir, pour que la personne en échange de son service puisse récupérer après à son deuil le terrain. D'où l'intérêt aussi des dons d'enfants, puisque ça resserre les liens et on sait toujours à qui entre guillemets, on appartient au niveau coutumier, où normalement, effectivement, après, certains enfants doivent s'occuper de leurs parents. Lorsque la personne devient âgée et dépendante, on assiste surtout aussi à soit un abandonnisme total s'il est isolé ou s'il est seul, ou qu'il a eu un parcours de vie pas très catholique, s'il a été méchant pendant toute sa vie, ou s'il a bu, fumé et qu'il n'a pas respecté le chemin coutumier, et ben, il va être isolé. Par contre, au contraire, s'il a été plutôt adoré, cajolé, ben, on va le surprotéger et du coup, il va être parfois moins stimulé au niveau intellectuel et on va tout lui faire à sa place, ce qui est parfois difficile. Lorsqu'ils deviennent aussi dépendants, qu'on a une difficulté, nous, de les protéger, parce qu'effectivement, maintenant, vous savez qu'il y a le minimum vieillesse qui s'est mis en place, il y a l'allocation aussi, parfois, pour les 90 000, etc. Et donc, pour certaines personnes qui n'avaient pas cette notion d'argent, l'arrivée d'argent est parfois difficile, cet argent est parfois détourné ou pas utilisé pour ces personnes âgées, mais on est aussi un peu dans dans deux mondes, où effectivement il y a la société qui met en place ces 90 000 en se disant on va remonter le niveau, on va leur redonner de l'argent, etc. On va relever un peu la précarité. Et il y a de l'autre côté dans la société kanak où effectivement on vit sur un groupe, on vit en communauté, donc c'est un petit peu difficile d'allier les deux et il y a un fossé qu'il va falloir combler. Donc c'est vrai qu'après les protéger et les mettre tous sous tutelle, c'est difficile, d'autant plus que ce sont des gens de statut particulier, donc il y a une attestation de chef de clan, il faut réunir la famille, c'est pas si simple. On s'est rendu compte aussi surtout en zone urbaine sur le Grand Nouméa, que pour ces personnes qui sont dépendantes, l'habitat est inadapté. Il y a une surpopulation aussi au sein de l'habitat. Il y a 3 ou 4 générations qui se chevauchent dans un duplex à 3 chambres ou 2 chambres. Donc ils sont 8, 10 personnes. C'est parfois difficile. Bon, le vieux a souvent sa chambre seule en rez-de-chaussée, mais quand même il y a une surpopulation.
Bon, après, c'est vrai que ça devient difficile quand ils vieillissent pour la gestion des médicaments. Ils ont besoin qu'on les aide. S'ils n'acceptent pas les professionnels, c'est d'autant plus difficile qu'ils prennent leur traitement. Ils sont parfois en rupture de traitement, peut-être aussi parce qu'ils anticipent, la famille n'anticipe pas, ou alors il y a un problème de croyance aussi vis-à-vis des médicaments, de compréhension aussi vis-à-vis des explications. On s'est rendu compte aussi, notamment, il y a des aides à domicile que je vois dans la salle, que pour les repas, quand ils deviennent dépendants, s'il n'y a personne pour réchauffer la gamelle, eh bien, ils ne mangent pas. S'il n'y a personne pour leur faire les repas, ben, ils ne font pas les repas. S'il n'y a personne pour faire les courses, eh bien, ils ne mangent pas. Moi, j'en ai vu beaucoup en province Nord pour qui c'était... ils se dénutrissent. Hein. Et puis en plus, avec les difficultés que l'on a, c'est que la gamelle, ben, c'est un repas avec des brocolis et puis qui ne répondent pas forcément à ce qu'ils ont l'habitude de manger en tribu, hein, où c'est difficile d'avoir des ignames et les produits locaux sont plutôt chers. En ce qui concerne la toilette, dès qu'ils deviennent dépendants, ce qui est difficile, c'est la pudeur vis-à-vis de la famille. Donc je le rappelle, si c'est une femme, c'est à la belle-fille de s'en occuper, mais parfois les belles-filles ne veulent pas s'en occuper parce qu'elles disent ben oui, mais c'est pas ma mère, donc moi je vais pas faire la toilette de ma belle-mère. Donc ils sont un peu coincés entre leurs devoirs coutumiers et ce qu'ils doivent faire. Et c'est pareil, un fils qui doit s'en occuper ne veut pas faire la toilette de sa propre mère parce que il y a une pudeur qui est très forte. Et il y a des familles qui ne veulent pas non plus faire intervenir des professionnels, pas qu'ils n'ont pas confiance, mais ils ne veulent pas d'étrangers chez eux. Alors c'est vrai que les infirmiers, ça passe bien parce que ça reste du côté médical et qu'on fait toujours confiance aux médecins. Hein, ça reste encore peut-être un stigmate. Voilà. Mais les aides à domicile, même si elles glissent quand même beaucoup vers ça, et moi je le vois dans ma propre famille, hein, c'est elles qui font la toilette. Bon, voilà. Alors, là où ça devient vraiment compliqué, je l'ai constaté sur la côte Est, c'est les troubles du comportement. Alors là, c'est très très difficile. Hein, dès qu'ils sont agités, qu'ils commencent à taper, ou alors qu'il y a des problèmes même d'ordre sexuel, ou qu'il y a des insultes, là, c'est sûr que les familles ne supportent pas et n'hésitent pas à institutionnaliser. Il faut dire aussi que les familles sont épuisées parce que y a aussi un fossé qui s'est créé, comme je vous le disais, entre une cohésion de groupe au sein de la famille et une seule personne qui s'en occupe, une seule personne qui a été désignée, hein, ce qui est souvent, à mon sens, une erreur, parce qu'on remet tout sur un seul aidant, alors qu'en fait, il devrait être plusieurs aidants. L'aidant, du coup, l'aidant naturel, hein, soit le fils, ou la fille, ou la petite fille, ou la nièce, se retrouve épuisé. Et on lui a tout confié, souvent. On lui confie tous les droits, tous les devoirs. On lui dit, mais c'est toi qui décides, c'est toi qui gères, c'est toi qui as en charge, c'est toi qui fais tout. Voilà. Sauf que la personne, elle parfois... elle peut pas tout faire parce que elle aide déjà pour le quotidien, mais elle peut pas non plus gérer pour les sous. Ce n'est qu'une belle fille, donc elle peut pas gérer l'argent, elle peut pas prendre les décisions. Et c'est pour ça que la prise en charge d'une personne âgée doit être une prise en charge de groupe et pas que d'une seule personne. Il y a aussi un isolement parce que cet aidant naturel n'est pas valorisé, hein, n'est pas valorisé au sein de la famille. On a parfois l'impression que du coup, comme on a placé quelqu'un, on a mis quelqu'un, c'est cette personne qui va le faire. Et du coup, on va pas lui donner de l'argent. Donc il y a des familles qui se cotisent quand même et qui financent un petit peu cette aide à domicile, enfin cette famille. Mais par exemple, je sais qu'en Provincile, l'allocation tierce personne, c'est 6 000 francs ou 9 000 francs par mois, ce qui est quand même pas énorme pour la personne qui s'en occupe toute la journée. Moi, j'ai des petites filles qui ont arrêté leurs études pour s'occuper de leur grand-mère à Ponériouin, et c'est très difficile, elles ne sont pas rémunérées. Donc là aussi, je pense qu'il y a un débat aussi à mettre en place, et elles ne peuvent pas vivre leur vie de petites filles, et elles sont encore coincées entre ce devoir coutumier et la personne qui est là.
Elles n'ont pas non plus de moments de répit, surtout lors des moments coutumiers, leurs travaux trop coutumiers, notamment pour préparer les mariages. Il n'y a pas de structure qui est prévue pour elles. Et on se retrouve avec ce fardeau, parfois abandonné. Moi, j'ai vu des personnes âgées qu'on a enfermées en double tour et ils sont partis au mariage, ou bien au contraire, on les négligent et parfois on fait mal la toilette, ou entre guillemets, on les maltraite. Il faut savoir aussi que pour les aidants, c'est source de stress. C'est très angoissant, surtout quand il y a des troubles du comportement. Ils n'en peuvent plus, ils n'en dorment plus. Quand la personne se réveille 3 fois la nuit, ou qu'elle appelle « je veux sortir » ou « j'en ai marre », ou voilà. C'est vrai qu'il y a plus d'infarctus ou d'ulcères de stress. Et tout ça, c'est aussi lié à la désinformation, la malinformation de la prise en charge de nos personnes âgées et comment mieux les prendre en charge. Donc, le développement récent finalement des maladies neurodégénératives a mis l'accent sur un acteur particulier entre le malade et l'environnement. C'est l'aidant naturel, comme l'a très bien souligné ma collègue. On parle d'aidants pour désigner ceux et celles qui interviennent au quotidien pour pallier à la perte d'autonomie que peut causer les pathologies liées au vieillissement. Donc, il arrive finalement que cette prise en charge devienne de plus en plus difficile et peut constituer un poids psychologique pour la personne. En effet, se trouve conjugué pour l'aidant l'épuisement physique, mais également la culpabilité et la frustration de ne pas assez faire ou pas bien faire pour la personne. Donc, il peut également avoir une espèce de ressentiment à l'encontre de la personne âgée. Donc, ce qui est difficile pour les aidants familiaux, c'est de pouvoir... Voilà, il y a un véritable conflit psychologique parce qu'ils ont le devoir coutumier de s'occuper de leurs vieux, mais à côté, de pouvoir concilier leur travail. On constate en effet que les femmes, de plus en plus, ont un travail et finalement... c'est pas si facile pour elles. Elles ont également l'obligation de pouvoir garder leurs petits-enfants, car il y a, c'est vrai, 4 générations au sein d'une même famille. Donc, il y a... La prise en charge du parent âgé peut entraîner des grands conflits familiaux. En effet, il peut y avoir dans les familles des conflits intrafamiliaux qui peuvent se réveiller face à la prise en charge du parent. Donc se pose la question du maintien à domicile ou en institution. Donc on constate que chez les Mélanésiens, à travers les témoignages que l'on a recueillis, qui préfèrent maintenir au maximum la personne âgée au sein de la famille. Chez les Waldisiens, c'est également pareil, parce que finalement, la personne âgée occupe une place essentielle. Cependant, on constate aussi qu'il y a moins de traumatisme psychique à l'institution. Alors, du coup, vieillir en Calédonie, c'est un challenge. Je crois que vous l'avez compris avec tout ce que l'on a dit. Effectivement, il nous a semblé essentiel que le lien social doit être remobilisé et que la solidarité et le lien familial doit être valorisé, remobilisé et qu'on soutienne tout ça. Donc il ne faut pas un seul aidant, mais en proposer plusieurs pour que le vieux puisse être maintenu au sein de son groupe. Mais il faut aussi que l'aidant accepte l'aide de la société et notamment les professionnels et les aides humaines professionnelles, que ce soit les aides à domicile ou aussi les infirmiers, les kinés. C'est pas toujours évident, ils sont parfois exigeants. Il faut aussi que les aidants participent il y a des groupes d'aidants qui vont se mettre en place avec le CCAS, mais nous on en a aussi au sein du CHS des groupes de soutien de familles. Je vois des familles qui en ont participé, qui étaient satisfaits, qui ont beaucoup appris. Et ça leur a permis d'être informés par rapport aux maladies et de mieux appréhender et prendre en charge ces maladies-là. Mais il faut surtout développer les structures alternatives, c'est-à-dire des hébergements temporaires où effectivement, quand on n'en peut plus, quand on a un mariage, on puisse mettre la personne âgée 15 jours, un mois, dans une maison de retraite ou dans une pension de famille, pour que effectivement on puisse vider un petit peu, se ressourcer et ensuite mieux reprendre en charge la personne âgée. Mais à mon avis, le challenge, c'est surtout le débat qu'il va falloir penser, c'est que
On voit bien que nos deux sociétés coexistent. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui se réfléchissent en ce moment entre le schéma de médico-social en province sud. Il y a eu une enquête des personnes âgées en province sud. Il y a une enquête personnes âgées en province nord. On essaye de monter un réseau gérontologique en province nord. Il y a des choses la province île essaye de nous solliciter. Mais on voit bien qu'on va y arriver, mais je pense que nos deux sociétés sont en parallèle, qu'il va falloir peut-être se découvrir un petit peu plus, prendre un petit peu de chacun, respecter aussi les cultures des deux, parce que je pense qu'on est dans une pleine mutation sociale. Moi, je l'ai clairement vu sur la côte Est, où effectivement les vieux, il y a 3 ans, étaient entourés avec leur famille. À partir du moment où il y a eu Vavuto, il n'y a plus personne. Et donc, ils se retrouvent seuls, livrés à eux-mêmes. Et on le voit bien sur Nouméa, c'est un peu la même situation. Et c'est vrai que nos vieux, à mon sens, sont pris en otage. Et il faut vraiment lancer le débat pour qu'on puisse concilier ce respect de la personne et du soin dans la société occidentale avec le respect de la personne au sein du groupe dans la société océanienne. Voilà. Merci.